wake up this morning to a war in Europe. Very few expected that Ukraine would offer such fierce, strong resistance during the full-scale Russian invasion. We were predicted to be defeated in just a few days, and such predictions would have had every chance to turn right. We want to tell you about the little-known events in the defense of Kyiv, when it seemed that everything was about to end not in favor of Ukraine. In this video, you will see carefully collected footage from the first weeks of the Great War, evidencing that Ukrainians have been fighting for freedom in a heroic way. In February, Putin wanted to crush Ukraine's defenses by attacking from all sides. The Soviet invasion of Czechoslovakia in 1968, also known as Operation Danube, had been taken as model. The only difference was the fewer personnel involved, which the Kremlin strategists decided to compensate for with the tried and tested huge distance march throws and deployed aviation. In February 24th at 8 a.m., about 40 Russian helicopters with elite special forces on board took off from Belarus in the direction of Kyiv. Their goal was to capture the airport in Hostomel, also known as Antonov Airport. This is a huge cargo airport with a long runway located just 10 kilometers from Kyiv. There, the Russians planned to airlift numerous infantry troops and military equipment. They recently refined this scheme in successful swift combats in Kazakhstan, where 150 Il-76 aircraft simultaneously delivered special forces for the landing. A few hours after the air assault at the Hostomel airport, the Russians were supposed to capture the administrative buildings of Kyiv and decaptivate the government of Ukraine. However, the problems came crashing down on the Russians immediately after their helicopters, having crossed the border, were massively shut down. At their destination, they also encountered fierce resistance. The National Guardsmen who sentineled the airport were not taken aback with dozens of helicopters and growing numbers came down on them from the sky. Instead, they swiftly fanned out on the airfield and used the deadly force. They were fighters of an understaffed small garrison of National Guard of Ukraine, armed only with small arms and mortars. For more than 3 hours, the Russians had been trying to knock out the National Guardsmen by firing from helicopters. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Local residents later said that the airport was also shelled with airstrikes. It was a tough battle. The helicopters massively bombarded the shelter of our defenders from the air, and later, after the paratroopers landed, the fire got intensified from the ground as well. As the fighters later reported, several Russian helicopters, unable to withstand the hail of bullets, fell down directly on the airport. After several hours of intense fighting, the officers of the National Guard decided to retreat, destroying the airstrip with mortars. The Russians had not expected resistance at all, not to mention that the fighting would take so long. All this time, 18 Russian Il-76 aircraft, filled to the brim with soldiers and equipment, were circling over Belarus waiting for an airborne landing. The main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine figured out that Kremlin's plans and were swifting in Russian 3 helicopters with elite fighters armed with man-pads to Hostomel. Their objective was to delay the disembarkation of the paratroopers, and an even bolder objective to shoot down at least one aircraft Il-76 to disrupt the airborne landing of the Russians. Little is known about the operation of the Ukrainian Special Forces. Having arrived at the spot, the defenders found that the enemy had already started building fortifications and observation posts. Almost immediately a long firefight set in, resulting in several of our soldiers being wounded. But the special forces managed to buy time, due to which the airborne landing of the Russians was cancelled. Then the events unfolded very quickly. Right before the morning, the regular army of the Ukrainian armed forces knocked the enemy out of the airport.
The next day, February 25th, the Russians launched a second assault with 100 helicopters. They are Russian airborne forces. The airport changed hands several times. On the night of the 26th, the armed forces shot down 2 Russian Il-76 heading towards the airport. In the end, as a result of intense battles, the airstrip was destroyed. The plans for a rapid capture of Kiev through the quick access from Hostomel airport were completely foiled. But Putin didn't give up in capturing the Ukrainian capital. A few hours before the Russian invasion, the author of this video, while in Kharkiv, was watching with horror on the Google service a 12-kilometer traffic jam from tanks on the border with the Kharkiv region in Belgrade. Social networks supplemented the picture of this video. Bonjour à tous. Bonjour. Une manière de débuter un peu particulière, vous l'avez remarqué, mais notre invité... Alors je me présente d'abord, Nicolas Robière, je suis rédacteur en chef de La République et L'Éclair. Ravi de recevoir Oksana Melnichuk. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Bon. Vous avez voulu commencer par ce petit film pour nous rappeler, j'imagine, qu'il y a une guerre. Il y a une guerre à nos portes, il y a une guerre dans votre pays. Pour vous présenter très vite, vous êtes politologue, vous avez, comment dire, vous avez fait beaucoup d'allers-retours entre l'Ukraine et la France. Vous avez découvert la France, vous me l'expliquiez, par le Béarn. Oui. Vous avez connu, vous êtes arrivé en Béarn en 91, vous me disiez, à Arzac, c'est ça, pour un stage? Oui, Maïté Dussault est là dans la salle, c'est la personne qui nous accueille. Ouais, oui. D'accord. Vous avez fait des études en France. Vous êtes resté en France assez longtemps d'ailleurs, travaillant notamment, et vous êtes reparti en Ukraine en 2003, travaillant pour l'ambassade de France, je crois. Vous vous occupez de culture à ce moment-là. Et puis, vous avez poursuivi une carrière dans des cabinets ministériels. Hein. Vous avez été conseillère au ministre de la Culture ukrainien. Vous avez, voilà. Et puis arrive la révolution orange à laquelle vous prenez part. Maïdan, vous étiez à Maïdan, vous avez connu Maïdan. Et là, vous êtes revenu en France depuis le mois de mars. Comme, alors est-ce que vous dites réfugié, je ne sais pas comment vous voulez définir ça. Les Ukrainiens, il y a un statut très particulier, c'est un statut des personnes sur la protection temporaire et ça différencie beaucoup. Vous savez, c'est très dur de reconnaître que tu es réfugié parce qu'on n'est pas quitté notre pays pour toujours, on n'est pas réfugié en France parce qu'on n'est pas content de notre pays, on est sur la protection temporaire de la France pour pouvoir survivre la guerre et ce que les femmes et les enfants, pendant que nos hommes se battent pour libérer l'Ukraine pour qu'on puisse y revenir. Je crois que c'est important à dire, tous les hommes de moins de 60 ans sont en Ukraine et peuvent être mobilisés, travaillent ou se battent. Oui, exactement. Ils sont tous mobilisés et, contrairement de tout ce qui se passe en Russie, c'est un titre absolument volontaire. Nos hommes, il nous a dit, partez vite, laissez-nous faire notre travail. C'est pour ça que les enfants et les femmes ukrainiens sont à l'étranger pendant que nos hommes défendent notre pays. Et en même temps, ce sont des millions de réfugiés ukrainiens qui sont à travers l'Europe depuis l'invasion de février 2022. Vous avez voulu commencer aussi, et je vais vous laisser la parole, par un diaporama. Alors expliquez-nous, on va le lancer, et expliquez-nous pourquoi vous avez voulu commencer par ce diaporama très très visuel, vous allez voir. D'accord. Avant de commencer, juste un petit mot pour finir avec le film. Vous pouvez le trouver sur YouTube parce qu'il y a une très belle continuation de ce film. C'était fait à partir des téléphones portables des gens, des Ukrainiens qui étaient sur place, qui observaient tout ce qui se passe. Et en fait, ce film, il raconte comment 30 personnes de l'armée ukrainienne arrêtaient 65 km de l'armée russe qui était bourrée et chargée par l'armement pour prendre la capitale et pour détourner le pouvoir à Kiev. C'est un film qui fait pleurer tous les Ukrainiens. Chaque fois quand je le regarde, je pleure, je le vois qui tombe. Vous le trouvez facilement sur YouTube. Je vais vous donner après les links. Oui, on n'a pas pu le montrer jusqu'au bout, on est un peu désolé, mais on est aussi là pour vous écouter.
J'ai préparé une petite présentation pour juste vous expliquer d'où vient, quelles sont les origines de cette résilience ukrainienne qui fascine tout le monde. Je vais faire un petit appel à la Révolution française en 1789. Vous vous souvenez très bien que c'était commencé à Paris et après toute l'Europe a pris ces idées. Cette révolution française, elle a fait naître l'idée nationale de la France qu'on admire, qu'on adore, c'est l'égalité, la liberté et la fraternité. La guerre en Ukraine, elle a aussi fait réveiller une identité ukrainienne qui se résume à ces 5 mots: liberté, unité, conscience, vérité dans le sens du droit, de justice et la gloire. Et cette affiche que vous voyez, c'est l'affiche qui a été faite pendant la révolution de dignité en 2014. Vous voyez, c'est Delacroix. Et on a le refait pour montrer à tout le monde entier que l'Ukraine ne se lutte pas uniquement pour l'Ukraine. On lutte pour les valeurs européennes, pour continuer tout ce qui était commencé par la Révolution française. Liberté. Ça, c'est très important de savoir, de connaître les archétypes ukrainiens. Pourquoi nous luttons avec telle ardeur? Parce que liberté, c'est notre religion. Et cette image de cosaque ukrainien, c'est un archétype ukrainien qui raconte très bien que les Ukrainiens, c'est une nation des pacifistes. Vous voyez, il est tranquille, cette cosaque. Il est militaire, il est guerrier, mais il est tranquille, il contemple le ciel, il joue la musique. Mais il y a l'arme qui est posée juste devant lui. Il est fermé, cette sabre. Il n'est pas ouverte. Ça veut dire qu'il se prête de défendre, mais il ne se prête pas à attaquer. Il y a son cheval fidèle qui l'accompagne dans sa vie, avec une femme qui l'attend toujours dès qu'il s'occupe de la défense de son peuple. Ça, c'est un archétype de l'idée de la liberté de notre pays. Et j'ai mis les paroles de notre hymne national, que nous donnerons notre âme et notre corps pour notre liberté. Et nous montrons à tout le monde entier que nous sommes ressortissants de la famille des Cosaques. Deuxième mot très important, unité. Unité, c'est, vous avez vu, tout le monde est mobilisé, tout le monde est uni maintenant en Ukraine pour ne pas céder, pour ne pas reculer. Quand Poutine dit « vous allez vivre sans gaz », oui, mais sans vous. Vous allez vivre sans électricité, oui, mais sans vous. On préfère vivre sans électricité, sans gaz, sans l'eau, mais pas avec Poutine. Voilà. Nous sommes unis maintenant autour de cette idée de défendre l'Ukraine et en fait entrer dans le pays européen pour construire ensemble le futur de l'Europe. Conscience. C'est un mot qui est difficile à trouver équivalence. En fait, vola en ukrainien, ça veut dire c'est votre désir volontaire, consciente, de gouverner sa propre vie. C'est quand c'est vous qui décidez, c'est pas quelqu'un qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, il est déchiffré dans notre symbole national. Vous voyez, dans chaque partie de cette herbe, c'est notre symbole avec qu'elle porte dans notre cœur, c'est chiffré vola, la conscience. Ça veut dire que toutes nos actions, nous faisons consciemment. Nous sommes conscients et nous sommes responsables de tout ce que nous faisons. C'est pas quelqu'un, c'est pas les scénarios américains, c'est pas les scénarios quelconques que nous maintenant réalisons. Non, c'est notre scénario de notre conscience que nous réalisons maintenant avec nos victoires dans cette guerre. Vérité. Vous savez, notre président Zelensky, il a dit récemment pendant le congrès, pendant la réunion autour du climat, il a dit que le monde a besoin de la vérité. On a tous subi une énorme propagande depuis les années et les années. C'est pas seulement pendant cette guerre-là. On a une histoire qui est détournée. On a la politique qui est détournée. Et je voudrais saluer cet événement, l'idée mène le monde, pour le courage de parler de la vérité, de l'éthique de la politique, de la respect de l'une vers l'autre. Et je me sens très à l'aise et très rassurée en étant parmi le public comme vous, être invitée par les organisateurs. Et c'est une grande responsabilité de parler aujourd'hui devant vous. Donc la vérité, c'est dont on a vraiment besoin. Et la vérité, c'est aussi une histoire de confiance. Maintenant, nous sommes unis dans cette vérité, dans cette conscience. On a la confiance en notre président, on a confiance en l'armée ukrainienne, et avec cette, on a
on a, comment ça s'appelle, la confiance à tout ce qui fait notre pouvoir, ce qui est très rare pour les Ukrainiens. Nous sommes comme les Français, on râle toujours, on n'est jamais content. Mais pendant la guerre, on est tous consolidés parce que c'est une question de confiance maintenant en Ukraine. Et la gloire. Vous avez entendu parler tous Slava Ukraini, Héroem Slava. Mais il faut savoir que ce n'est pas les simples mots, ce sont les mots qui ont un grand sens presque métaphysique. Quand vous dites gloire, ça veut dire que vous reconnaissez la dignité de l'être humain. Respecter la gloire, c'est respecter son passé, son histoire, et commettre toutes vos actions en respectant de la dignité dont nous sommes tous héritiers. Et quand vous dites gloire à l'Ukraine, ce n'est pas pour mettre l'Ukraine plus haut que les autres, non, c'est pour reconnaître que notre histoire, même les erreurs de l'histoire, mais c'est notre histoire, c'est nos erreurs. Et comme dit Claude Lelouch samedi, il a dit « Chaque victoire, c'est un résultat des erreurs précédentes ». Et maintenant, nous sommes dans la période cruciale pour rectifier toutes les erreurs précédentes, pour dire « Gloire à l'Ukraine, gloire à l'humanité ». Voilà. Et la dernière mot, c'est... je voudrais vous dire que le mot « Ukraine », la signification de ce mot était très détournée par la propagande en disant que ça signifiait le pays qui est à la frontière, à la limite de l'Europe. Selon Sanskrit, le mot l'Ukraine, ça se traduit, c'est un pays qui glorifiait la lumière. Ça veut dire que c'est un pays qui apporte la lumière. Et quand j'ai dit à nos amis partout en Europe qu'il ne faut pas avoir peur, parce que c'est la lutte que nous menons maintenant. Ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre entre le bien et le mal. Et c'est la guerre du monde de la démocratie contre le monde de la dictature et de l'autorité. Voilà, je tenais à vous dire ça avant qu'on passe aux questions. Voilà. Merci. Oksana Melnichuk, quand on a préparé notre entretien, j'ai voulu en fait faire un entretien qui s'adresse à un public français qui, je le pense, a été sidéré en février quand Vladimir Poutine décide d'une invasion de l'Ukraine. On avait suivi la révolution orange, mais c'était déjà un peu vieux. On avait suivi l'annexion de la Crimée, mais on l'avait oublié. Il s'est passé beaucoup de choses entre 2014 et 2022, en France notamment, avec les attentats de 2015 par exemple, qui ont beaucoup détourné l'attention, on va dire, du public français vers l'Ukraine. Donc est-ce que vous viviez en Ukraine à ce moment-là, dans les cercles de pouvoir, vous avez été surprise par l'invasion russe ? Vous savez, surprise, on n'était pas surprise par l'invasion, mais on a pensé jusqu'à la dernière minute qu'ils ne vont pas oser le faire. Parce qu'on a pensé que dans le XXIe siècle, avec tout l'Institut du droit international, avec toutes les institutions comme l'ONU, l'UNESCO, l'OCDE, l'OTAN, personne n'osera faire n'importe quoi. Personne n'osera de violer les droits internationaux. On a croyé, comme nous sommes un peuple très pacifique, et on est un peu naïf aussi, peut-être même infantile, on croyait au pouvoir du droit international. Donc on pensait que Poutine il joue, que c'est un chantage, c'est pour nous faire peur, mais qu'il ne va pas aller plus loin. Mais l'armée ukrainienne, elle était prête pour ça. C'est pour ça qu'on a confiance en notre armée. Et ça c'est important à dire, c'est qu'on a peut-être oublié qu'en fait, votre pays est en guerre depuis 8 ans. Oui, on a parlé. C'est une guerre civile, on peut l'appeler. Enfin, vous me direz si vous voulez la définir comme une guerre civile ou pas. Non, c'est pas la guerre civile. Mais c'est une guerre depuis 8 ans, en fait. C'est la guerre, c'est une étape de la guerre qui a 8 ans. C'est la guerre déjà contre la domination russe, disons ça comme ça. C'était pas la guerre civile du tout, parce que les troupes russes elles sont bien en Crimée et à Donbass. Mais c'est une histoire qui a commencé en 1654. On ne va pas aller si profondément. On va s'arrêter sur cette période chaude de l'histoire. Mais cette résistance ukrainienne, ça dure depuis 1654. Pour vous comprendre, l'histoire est compliquée. L'histoire est très compliquée, mais il faut dire que c'est ce que fait l'Ukraine, ce que vous observez depuis 1991,
à partir de la chute de l'Union soviétique, c'est une tentative de l'Ukraine s'est développée démocratiquement. La Biélorussie et la Russie, ils ont choisi de rester dans l'esprit soviétique. Nous, dès qu'on n'est pas content de notre président, on le change. On sort sur le Maïdan et on le change. Les Russes et les Biélorusses, ils préfèrent la dictature. Bon, chaque peuple fait son choix. Les Ukrainiens résistent à la violence de la démocratie. Et comme on a choisi en 1991, après le référendum, de sortir de l'Union soviétique, de créer notre État indépendant, on a choisi la voie européenne. Ça veut dire le respect du droit, le respect de l'autre, le respect des droits de l'homme. Et tout notre Maïdan, que je sais que ça fatigue tout le monde, tout notre Maïdan, mais en fait, c'était notre lutte permanente pour avoir le respect du droit et le respect des droits de l'homme. Et aussi, c'est notre manière de lutter contre la corruption. Donc, nous, on n'a pas abouti à toutes les victoires encore, mais au moins, on lutte pour ça, on résiste. Racontez ces 8 ans de guerre. Je crois comme je disais, on a un peu oublié en fait qu'il y avait cette guerre. Comment on vivait en Ukraine, on va dire avant février? Est-ce qu'on parle de conflits de basse intensité? C'est un mot. Oui, vous savez, on a pensé que déjà on a été très retenus par les partenaires européens, parce que tout le monde a tellement eu peur de la guerre, et surtout la guerre nucléaire. Et Poutine, il fait son parfait chantage avec le nucléaire. On a été capable de résister à un Crimée. On a été capable de ne pas rendre le Crimée. Mais il y avait une camp des pacifistes qui disaient « Ah non, 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 mais surtout pas la guerre, surtout pas la guerre ». Notre armée, même à cette époque-là, en 2014, elle était en capacité de faire partir les hommes verts, qui n'étaient pas marqués comme l'armée russe, parce que l'armée ukrainienne possédait toutes les montagnes de Crimée. On pouvait le faire, mais au nom de la paix, on n'a pas fait. Ça veut dire que la paix, par n'importe quel prix, n'a aucun sens. Parce que si on a fait partir les Russes en 2014, on n'arrivera pas ici. Ça veut dire que chaque guerre, ils doivent avoir la justice. Il faut respecter le droit et lutter pour le respect du droit. Et si on respectait le droit international avec le Crimée, on fait chasser les Russes à l'époque. Et Poutine, il fait la tentation chaque fois. Il tente. Jusqu'où je peux aller? La première fois, il a tenté en Géorgie. Après, il a tenté en Syrie. Ça passe, ça passe. OK. Crimée. Ah, tiens, ça passe. Quand il a commencé à attaquer l'Est, on s'est dit, ah non, mais ça va pas du tout. Non, mais là, tout arrête. Et j'ai participé aux accords de Minsk. C'était désastreux, les accords de Minsk. Ça ne marchait pas. Et quand j'entends sur les plateaux en France, quelqu'un me dit que oh oui, c'est parce que les accords de Minsk n'étaient pas respectés, c'était pareil. C'était le chantage militaire de Poutine. Si vous ne signez pas ça, si vous ne faites pas ça, je vous fais ça. C'était le chantage en permanence. Mais il fallait dire stop un jour. Et voilà, maintenant, on dit stop. On ne suit plus le chantage de Poutine. On n'est pas faible, on est fort, on a une solidarité avec tout le monde entier, ça va, on va arrêter le dictateur. Derrière la surprise de l'invasion, il y a eu la surprise de la résistance. Ah oui. Je ne crois pas que trahir la pensée de beaucoup. 24 février, peu de gens, je pense, en France, pensent que la guerre va durer. Je pense même que Vladimir Poutine ne pense pas que la guerre va durer et qu'en un mois, l'Ukraine serait reconquise. Comment vous expliquez ce retournement de situation incroyable? On est quelques mois après, je n'ai pas fait le calcul. Vous voyez les petites photos devant vous au milieu de la diapositive. Vous voyez le petit tracteur ukrainien innocent qui tire la missile russe. Ça s'explique, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. On s'est dit, ah zut, il faut faire la guerre. On est pacifiste, les Ukrainiens n'aiment pas faire la guerre. Les Ukrainiens, ce sont les gens qui aiment planter leur terre, cultiver leur terre, et pour produire le blé pour tout le monde, pour faire manger tout le monde, parce que les Ukrainiens, ils adorent faire manger aux gens.
Quand vous venez dans la famille ukrainienne, la première chose que vous faites, vous traversez la porte, on vous dit, vous avez faim? Allez aux tables. Vous entrez dans le salon, il y a la table qui a quelques étages, des plats, pour que vous soyez bien mangés. Et après, on parle. Et on a été quand même, c'était une tragédie pour nous de comprendre qu'on va mener la guerre, ça veut dire on va tuer les gens. Mais c'est quand même incroyable que tout le monde a pensé que Poutine va nous envahir très vite. Et ça, moi, par exemple, j'étais personnellement très vexée par l'idée qu'en Europe, on pouvait penser qu'on laisse Poutine envahir Kiev pendant quelques jours, qu'on a fait au moindre effort, résister tout de suite pour dire non, non, ne vous inquiétez pas, on va vous aider pour résister. Non, là, quand j'ai entendu sur CNN, une reporter de CNN qui dit c'est intéressant combien de temps l'Ukraine va tenir, à ce moment-là, je me dis non, mais il faut que je me bats maintenant avec ces médias. Il faut que je fasse face à tout ça parce que c'est pas possible. C'est pas ça qu'il faut le dire. Il faut dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider. Et d'ailleurs, c'était la France qui nous a dit. Mon premier contact avec la France, c'était le 25 février avec le Parlement français, avec M. Bourlange. Il dit, Madame, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Et je peux vous dire que la France, à partir du 25 février, elle a commencé à faire sans parler. Voilà. Personne ne sait ce que la France fait. Je n'ai pas le droit de dévoiler tout. Après le victoire, on va partager cette belle information. Mais je peux vous assurer que la France, dès le 25 février, elle était à notre côté. Il nous a beaucoup aidés. Et quand je suis allée au 8 mars, j'ai quitté la frontière ukrainienne et je vais en direction de France. C'était les comédiens français qui nous a récupérés avec les autres familles ukrainiennes. Il y avait tout un équipement avec les plaques françaises il y avait presque un embouteillage avec le matériel qui était amené à Kiev. Et le système antiaérien s'était rassuré par les missiles français. C'est un minimum de choses que je peux vous dire. Pour le reste, vous allez connaître plus tard. Je pense que vous n'avez pas été surprise, vous, le monde entier a été surpris de la résistance de l'Ukraine. Vous ne l'avez pas été. Est-ce que vous avez été surprise, finalement, d'un sursaut européen, cette fois-ci, à destination de l'Ukraine? Oui, on a été... c'est en continuation d'après tout ce que vous venez de me demander aussi. En Ukraine, quand tu es en Ukraine, quand tu vois ces trucs de CNN, tu es plutôt fâché, en colère. Tu ne ressens pas cette solidarité parce que tu ne le vois pas encore. Parce que le film qu'on a commencé, c'était la résistance ukrainienne sans aucune aide. Il y avait 30 guerriers ukrainiens qui arrêtaient 65 km de l'équipement russe. Il n'y avait pas aucune aide pour l'instant. Et quand j'ai traversé la frontière, déjà j'ai pleuré première fois. Parce que pendant la guerre, on n'a pas pleuré, on n'a pas eu le temps, il ne fallait pas devant les enfants pleurer, donc il faut être courageux, voilà, on part parce qu'il faut aider papa de se battre. Parce que si nous sommes là, papa, il a du mal à se battre. Donc, il faut qu'on parte. Et quand tu traverses la frontière, toute l'Europe est plus jeune. Tout est plus jeune, tous les drapeaux partout. Les Polonais qui ne sont pas toujours sympas à la frontière, comme tous les douaniers, là, ils te proposent le café, ils proposent tout. On te prend dans tes bras. Et là, j'étais les armes tout le temps parce que de l'autre côté de la frontière, il y a un voisin qui nous extermine. Mais de cette frontière-là, on a les bras ouverts. Venez, on va vous aider. Et quand je suis arrivée à Orléans, c'était notre ville d'accueil, Orléans, l'avenue de Jeanne d'Arc était inondée par les énormes drapeaux bleu jaune. J'ai toujours ce truc sur mon portable parce que ça m'a touchée. J'ai pleuré à nouveau. Et cette avenue, les Orléanais, ils disent que c'est l'avenue ukrainienne. Ces drapeaux, ils sont toujours sur place. Et c'est incroyable. Et ça, j'ai compris, non mais ça y est, voilà la solidarité. Et quand tu rencontres les gens, la population qui t'aide, on amène tout ce qu'on peut amener. On fait, à ma connaissance, le maire d'Orléans, il a envoyé les bus à la frontière pour les récupérer ukrainiens. J'ai posé la question, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que vous allez faire avec? Il dit, oh, écoute, on les amène et après on se débrouille. Ça j'ai compris que voilà, avec ça on va obtenir la victoire. Et ça, on est très reconnaissante. Donc maintenant, aujourd'hui, je pense que la guerre qu'on va obtenir, ce sera notre guerre commune. Ce sera la guerre de l'Europe,
de le monde solidaire, de la solidarité. La solidarité, c'est une arme, le plus important peut-être que l'autre arme. Et pourtant, vous intervenez parfois sur des plateaux télé et vous avez fait une polémique au mois de mai avec des mots très durs en disant, j'ai l'impression d'être sous le régime de Pétain, on va dire, avec des gens prêts à collaborer avec Poutine. Qu'est-ce que vous vouliez dire et est-ce que vous assumez encore ces propos-là? Est-ce que vous considérez que c'était sous le coup de la colère? Non, ce n'était pas le coup de colère, c'est parce que c'était une énorme décadence entre tout ce que j'ai vu de la part du peuple français et tout ce qu'on a vu de la part des autres pays aussi par rapport de la solidarité, de l'aide considérable qui était donnée déjà en Ukraine, toutes les déclarations qui étaient faites par l'Union européenne et les autres pays. Et soudainement, on a une phrase, il ne faut pas humilier Poutine. Je peux dire qu'on peut considérer que c'est une faute de communication, juste parce qu'on dit ça comme ça, après on explique et ça passe. Mais quand ça se répète perpétuellement, et après quand l'ambassadeur vous dit « Mais Oksana, mais écoutez, oh non, mais il ne faut pas comparaître ça avec la Deuxième Guerre mondiale et tout », je dis « Mais si, il faut comparaître avec la Deuxième Guerre mondiale. » Parce que quand tu entends ça de la part des anciens ambassadeurs, les diplomates français ou les politiques français, oui, mais il faut être prudent, il faut faire ça. Bon, vous connaissez toutes ces propos. Il ne faut pas humilier la Russie. Il ne faut pas humilier la Russie. Tu me dis, mais attendez, parce que sinon il y aura la guerre. J'ai tendance à dire, mais écoutez, c'est 1938 maintenant que nous vivons. Vous vous souvenez cette histoire, quand Chamberlain est rentré en Grande-Bretagne et Churchill il a dit, mais vous avez eu le choix entre la honte et la guerre. Vous avez choisi la honte et vous avez reçu la guerre, mais c'est la folie. C'est ça que je veux lui dire à cet ambassadeur. Et oui, les gens, je répète, les gens qui pensent qu'on peut négocier avec Poutine, qu'on peut l'arrêter, ce sont les gens qui cèdent devant lui, parce qu'ils ont peur de la guerre. Mais Poutine, il ne va jamais arrêter. Il faut bien comprendre que s'il mange l'Ukraine, après il va manger Pays-Baltes, après Pologne, après il se dira... Oh, pourquoi pas aller jusqu'à Paris? Tiens, il y a plein de gens qui parlent russe. Oh, commence par Nice. Il y a l'église russe, il y a quelque chose à défendre. Vous savez, j'ai milité contre la vente des Mistral à Poutine. Je peux vous dire qu'on a mobilisé 25 pays au monde pour ne pas vendre les Mistral à Poutine. Vous imaginez s'il aura maintenant les 3 Mistral français dans la mer Noire? Non, mais... Ni l'Ukraine ni l'Europe n'existera plus, hein, ça c'est sûr. Parce que je connais techniquement qu'est-ce que c'est les Mistral, les bateaux Mistral. C'est trop pour le continent européen. En même temps, est-ce que vous comprenez aussi que l'Occident, l'Europe de l'Ouest, inquiète de cette guerre, qui a des répercussions bien moins graves que pour le peuple ukrainien, évidemment, se disent qu'il va falloir l'arrêter, la guerre? Et comment on fait pour l'arrêter? Et est-ce que vous voulez l'arrêter? Vous allez me dire que oui. Comme je vous ai dit déjà, le peuple ukrainien, c'est un peuple pacifique et nous sommes les premières qui aimeraient bien arrêter cette guerre. Mais l'arrêter la guerre, ça ne veut pas obtenir sa liberté et son indépendance. Quand les gens disent qu'on s'inquiète pour cette guerre, mais je réponds assez dur, je dis, mais il ne faut pas s'inquiéter, il faut agir. Voilà, ça fait du bien. Quand tu es en action, ça fait du bien. S'inquiéter pour la guerre, elle est déjà arrivée. Bon, il faut dire, même le président Macron, il a donné déjà, pendant le Forum de la paix, il a donné la formule de la guerre, que c'est une paire hybride, mondialisée. Donc, il faut enfin reconnaître que c'est la guerre qui touche tout le monde. Nous sommes sous les missiles, vous êtes sous les factures pour l'électricité. Bon, je préférais être sous les factures d'électricité et baisser à quelques degrés mon chauffage chez moi qu'être sous les bombes, parce que j'ai vécu une semaine sous les bombes dans mon cave avec les enfants. Donc, je peux vous dire que, vous savez, même s'il n'y a pas de chauffage, on peut supporter ça mieux que les missiles sur la tête. La guerre, je travaille beaucoup maintenant en tant que think tank avec les juristes français pour voir la faisabilité de la tribunal international spécial pour Poutine. Parce que pour votre connaissance, dans le monde du droit, qu'on respecte beaucoup, il n'y avait pas de précédent de justice pour les crimes d'agression. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, aucun pays en Europe
n'a commis aucune agression contre l'autre pays en Europe. Donc le Cour pénale internationale, il n'a pas de moyens de juger Poutine. Donc il faut créer le tribunal spécial pour juger les crimes commis en Ukraine par le pouvoir de Poutine, par Poutine et son entourage. Donc toutes les guerres, ils doivent se terminer par la justice. Parce que ni la paix, ni la sécurité, ils n'ont aucun sens s'ils n'ont pas suivi par la justice. Parce que ce que les Ukrainiens cherchent dans cette guerre, c'est avoir la justice. Nous demandons les choses assez simples, respect de notre frontière reconnue internationalement et respecter le droit de l'homme et le droit international. Donc cette guerre pourra être finie au moment quand tous les droits seront respectés. Et si nous parlons, comme on est dans le milieu quand même, quand on parle des idées, du point de vue de métaphysique, cette guerre, elle va finir quand la conscience va comprendre que ce sont les idées qui mènent le monde, que peu importe qui contre nous, quand nous luttons pour le bien, et quand nous comprendrons que le matérialisme, que nous ne sommes pas les consommateurs, mais nous sommes les citoyens. Dès que cette conscience arrive, et dès qu'on aura envie de remettre cette conscience à nos enfants, construire notre système d'éducation et de culture pour réveiller les meilleures choses de l'être humain et pas voir cette atrocité que nous montre maintenant l'armée russe, à ce moment-là, quand cette conscience va changer comme ça, tout le monde va comprendre qu'il faut prendre la part dans cette guerre. Parce que vous vous souvenez que Dante, il a dit que la plus dure couenne de l'enfer sont réservés aux gens qui tiennent la neutralité. Donc il faut prendre part, il faut choisir de quel côté vous êtes. Et à ce moment-là, la conscience collective va nous mener vers la victoire dans cette guerre et la guerre va finir. En même temps, aussi, vous savez, il y a aux États-Unis, en Europe, la crainte d'une escalade qui irait jusqu'à un conflit nucléaire. Vous comprenez cette crainte ? On comprend cette crainte parfaitement, mais nous n'avons pas peur. Parce que, je vous explique pourquoi. Vous comprenez très bien que l'armement nucléaire, c'est un armement de dissuasion. Dissuasion. Et les Russes le comprennent très bien. Il ne faut pas... vous savez, l'armement nucléaire, ce n'est pas quelque chose que tu lances comme un missile simple. Il n'y aura pas le bombardement comme ça, soudain. Le fameux bouton rouge, ça n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup de pays qui possèdent l'armement nucléaire. L'armement nucléaire, il y a une club les gens qui possèdent, des présidents qui possèdent l'armement nucléaire. Il y a certaines règles à respecter en cas où si l'armement nucléaire tombe entre les mains, par exemple, des terroristes. Bon, maintenant, on n'a pas de chance. Hein. L'armement nucléaire, elle est dans les mains de la plus grande terroriste mondiale, Poutine. Bon, et il fait partie du club. Voilà, on est presque sans issue. Mais quand même, il y a un système de sécurité dans cette club nucléaire. Dès que les têtes nucléaires, ça bouge. Ils ne sont pas à la frontière, ils ne sont pas posés dans les missiles. Ils se conservent dans les endroits spéciaux qu'il faut bien respecter, il faut bien nettoyer, il faut faire plein d'entraînements qui coûtent très très cher. Il paraît que la corruption russe elle a joué beaucoup pour que c'était très mal entretenu. Il paraît que la date de validité de leur tête nucléaire se termine en 2020, donc déjà, pour vous rassurer un peu. Mais en fait, dès que la tête elle est prise de cet endroit où il est posé, il commence à bouger vers les missiles pour les lancer, les satellites le fixent. Et à un moment, quand vous fixez le mouvement de la tête nucléaire, les gouvernements du monde entier qui possèdent l'armement nucléaire commencent à se parler entre eux. Mais je peux vous dire qu'aucun mouvement de la tête nucléaire n'était pas fixé par les Américains, ni par les Français. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un chantage. Les têtes nucléaires ne bougent pas et on espère qu'ils sont dans très mauvais état. Je peux vous dire, vous savez, l'ironie de destin que toutes les têtes nucléaires étaient faites en Ukraine, en Dnipropetrovsk, en fameuse usine Yuzhmash. Toute la nucléaire de l'Union soviétique était faite par les Ukrainiens.
Toute l'intelligence nucléaire, elle est en Ukraine, elle n'est pas en Russie. Je ne sais pas si les Russes, ils savent utiliser. Bon. J'exagère un peu, mais c'est pour vous donner une idée pourquoi nous, les Ukrainiens, nous n'avons pas peur. Parce que quand même, nous connaissons nos physiciens. Ils connaissent très bien le monde des physiciens russes. Il faut peut-être rappeler là, d'ailleurs, qu'en 91, oui, quand l'Ukraine devient indépendante, elle est la troisième puissance nucléaire mondiale. Oui. Et elle renonce à son arsenal nucléaire au profit de la Russie. Il y a un accord qui dit on renonce aux ogives nucléaires et vous ne nous envahissez pas. En gros, c'était à peu près ce... Oui. C'était pas 91, c'était 94. C'était le fameux mémorandum de Budapest. Voilà. Et c'était pas à profit de Russie, c'était à profit de la... Vous savez, c'était un programme de dénucléarisation. Oui, du programme de dénucléarisation. Et l'Ukraine, elle voulait montrer, comme on a été un très jeune État indépendante, on voulait montrer à tout le monde entier notre bonne volonté, notre aspect pacifique, qu'on s'en fout de cet armement nucléaire. Il y avait 2000 têtes. Hein. Il faut, vous imaginez, on pourrait avoir aujourd'hui 2000 têtes nucléaires. Et peut-être on n'aura pas là. On ne sera pas là aujourd'hui si on a gardé cette... Mais en même temps, ça pollue beaucoup l'écologie, les têtes nucléaires. L'entraînement, c'est trop cher. L'Ukraine ne pouvait pas le supporter. Mais on a été, vous vous souvenez, on a tous été dans cette époque de la chute du mur de Berlin. On a été un peu naïves, très romantiques. On a pensé, ça y est, c'est fini, cette menace nucléaire permanente pendant la guerre froide. On était un peu, comment dire, on a romantisé trop la chute du mur de Berlin sans prendre en compte les dangers que nous pouvons avoir. On ne pouvait jamais imaginer qu'on arrive là, à la 21e siècle, n'est-ce pas? Donc, pour finir avec la menace de la nucléaire, il n'y a pas de menace réelle de nucléaire, mais même si on aperçoit les mouvements des têtes, là, c'est déjà devenu connu, c'est devenu public, c'était publié. Le gouvernement américain, ils ont déjà parlé avec Poutine. Et Poutine, il sait parfaitement qu'est-ce qui lui attend si on aperçoit le mouvement des têtes. On ne parle pas maintenant de lancement. On parle seulement si on aperçoit le mouvement des têtes. Son flotte de la mer Noire va être détruite pendant 5 minutes. Pour votre connaissance, avec tout le potentiel de l'OTAN, tout le potentiel militaire russe pourrait être détruit pendant 40 minutes. Et Poutine, il est conscient parfaitement de tout ça. Donc, dès qu'il commence à faire son chantage, oui, il y a les négociations entre les Russes et les Américains, et entre les Français et les Russes. Mais ce n'est pas les négociations, oui, il faut arrêter la guerre. Non, c'est, écoute, gars, si tu fais ça, on te fait ça. OK, ça compris? Oui, c'est compris, il recule. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder à tous ces chantages. Vous êtes très forts, nous sommes très fortes, on a quoi répondre à Poutine. Il n'y aura pas la guerre nucléaire, il ne faut pas l'avoir peur. Maintenant, il faut comprendre qu'il faut arrêter le fou qui s'est pris comme la dictature du monde et qu'il ne cherche qu'une seule chose, qu'il y aura les États-Unis et la Russie, qu'ils partagent entre eux les zones d'influence dont la Russie va contrôler notre région et la Biélorussie, les pays baltes, l'Europe de l'Est. Il n'y aura pas ce partage. Tous les sommets et l'ONU, et G20, ils ont montré que le monde n'est plus bipolarisé, il est multipolarisé. Il y a beaucoup d'autres acteurs internationaux, et Dieu merci, ces acteurs internationaux majeurs, comme Chine et Inde, ils ont dit aussi clairement à Ouzbékistan, à Poutine, écoute, non, pas de nucléaire. Si tu fais nucléaire, on a les réponses. Oksana Melnichuk, je vous pose une dernière question, et ensuite vous avez souhaité que la salle vous pose des questions. La dernière question, elle est simple, on va revenir au début. D'où vient l'envie de vivre de l'Ukraine? C'est de notre conscience, et une conscience, c'est parce que nous croyons toujours que l'idée mène le monde, et que peu importe qui est contre toi, quand le Dieu est avec toi. Et tu peux être le petit pays comme l'Ukraine, en face d'énormes ours comme la Russie, mais si tu as une intelligence, tu peux résister. Et puis, les guerres, elles ne sont jamais gagnées par les armées. Les batailles sont gagnées par les armées. Mais les guerres, elles sont gagnées par l'intelligence, par les technologies et par l'esprit. Donc, on va gagner. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci.
Merci, je pense qu'on peut lancer le générique.